Qu'est-ce que être objectif? Quelles sont les manières d'être objectif? Quelles sont les deux manières de procéder à l'acte de la rupture dans les sciences sociales? Grosso modo, il y a deux manières. Il y a une première manière qu'on appelle la rupture épistémologique. La deuxième manière est qualifiée, reconnue davantage par l'appellation la neutralité axiologique. On va discuter de ça, on va exposer les spécificités de ces deux manières de procéder à l'acte de la rupture, sachant que ces deux manières ne sont pas forcément contradictoires, bien qu'en théorie, nous allons effectivement les opposer. Qu'est-ce que la rupture épistémologique? Alors, la rupture épistémologique chez Émile Durkheim est deux choses. Premièrement, prendre les faits sociaux pour des choses. Deuxièmement, rompre avec les prénotions. Prendre les faits sociaux pour des choses implique qu'on s'intéresse aux réalités sociales chosifiables, mesurables, objectivables. Ainsi, on peut prétendre à l'objectivité de par le fait qu'on a des données objectivées et on en fait une analyse objectivable, ce qui débouchera davantage sur les méthodes quantitatives. Ainsi, on s'intéresse davantage à ce que les gens font par rapport à ce que les gens disent ou encore par rapport à ce que les gens pensent. Parce que ce que les gens pensent est difficilement objectivable. La rupture épistémologique implique également la rupture avec les prénotions. Bien évidemment, le chercheur lui-même doit mettre de côté ses propres valeurs, ses propres sentiments, ses propres convictions, ses propres prénotions. Ça va de soi. Mais il doit également rompre avec les prénotions des acteurs. Les prénotions des acteurs qu'il ne doit pas prendre pour argent comptant. Les prénotions des acteurs qui sont par ailleurs imprécises, approximatives. Non, il nous faut des notions bien précises, bien travaillées, bien taillées. Donc d'un côté, vous avez le sociologue qui a ses propres notions, ses concepts bien construits. De l'autre côté, vous avez les acteurs avec des prénotions imprécises, avec des conceptions du monde dans tous les sens. Si vous demandez aux acteurs ce que c'est une fleur, ils vont vous dire oui, c'est une plante qui sent bon. En effet, c'est une prénotion très accessible et très compréhensible. Par contre, si vous demandez au botaniste ce que c'est une fleur, il va vous ressortir une définition à laquelle vous ne comprendrez pas grand-chose. Alors, petite leçon méthodologique, pour savoir construire ses propres notions, il faut essayer de penser symétriquement les différentes dimensions d'un phénomène. À l'image de ce que Durkheim a fait avec le concept de suicide, avec la notion de suicide, en disant il y a un suicide positif, négatif, un suicide direct, indirect, et quelles sont les différentes modalités. Vous voyez, le jeu de l'homogénéisation symétrique des dimensions est particulièrement un jeu intéressant dans la construction de la notion scientifique. Exemple, je veux étudier le bavardage des étudiants pendant les heures de cours. Qu'est-ce qu'un bavardage? Un bavardage, selon la prénotion des acteurs, c'est le fait que les uns et les autres parlent entre eux pendant les heures de cours. Vous voyez que dans cette définition, nous avons quelque chose de très imprécis. Par contre, si on veut réfléchir sur le bavardage en tant que notion, on va considérer que le bavardage est un échange, est une communication, mais plutôt d'ordre informel. Donc, il y a des communications formelles et informelles pendant les heures de cours. Il ne faut pas oublier qu'il existe des communications au sujet du cours, mais il existe aussi des communications en dehors des sujets, des thématiques abordées pendant les heures de cours. Donc, il existe des communications pertinentes et des communications non pertinentes. Par ailleurs, il y a aussi l'intensité de ces communications. On pourrait parler à voix haute, on pourrait également communiquer avec des jeux de communication non verbale qui n'ont pas de bruit sonore. Bref, qu'est-ce qu'un bavardage? Un bavardage en tant que notion est un échange informel non pertinent à partir de 10 décibels. Par exemple, j'en sais rien, c'est juste un exemple pour vous dire qu'une notion effectivement a une formulation, je dirais même plus tordue, qu'une simple prénotion assez accessible, assez compréhensive par le sens commun. On pourrait croire que dans la tradition de la rupture épistémologique, il existe une espèce de mépris vis-à-vis du sens commun, vis-à-vis des prénotions des acteurs. Un mépris que je préfère traduire en termes de désintérêt. Oui, il existe un désintérêt vis-à-vis du sens commun, vis-à-vis des prénotions des acteurs, mais quelquefois ce désintérêt n'est pas véritablement la traduction d'un mépris, c'est plutôt la traduction des précautions méthodologiques.
Étant donné que les prénotions, le sens commun, ce sont un certain nombre de réalités sociales qui sont difficilement objectivables, chosifiables. Une fois qu'on a compris la rupture épistémologique, on va essayer de comprendre les critiques à l'égard de la rupture épistémologique. Peut-on véritablement prendre les faits sociaux pour des choses, comme prétend Émile Durkheim? L'exemple type, c'est l'expérience d'Elton Mayo. Elton Mayo avec ses chercheurs qui vont dans les usines dans les années 30 pour étudier l'impact des variations matérielles, physiologiques sur la productivité des travailleurs. Ils prennent ainsi les faits sociaux pour des choses, ces travailleurs pour des choses. Alors, il augmente la lumière, il diminue la lumière, il varie l'intensité de lumière ou d'autres conditions matérielles, mais il se rend compte très rapidement que finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la productivité des travailleurs. En revanche, ce qui a beaucoup d'impact sur la productivité des travailleurs, c'est l'intention que les chercheurs portaient à ces travailleurs, puisqu'ils faisaient l'objet de l'intention de ces chercheurs, puisqu'on s'intéressait à eux. Donc, ces choses que vous voulez étudier comme des choses ne sont pas des choses, ils ont des intentionnalités, ils ont des sentiments, ils ont des préférences, ils ont des valeurs. Une autre critique qu'on fait à l'égard de la rupture épistémologique, d'une telle conception radicale vis-à-vis du sens commun, ce qui ne permet pas de comprendre le changement social. En effet, dans une conception pragmatique, on considère qu'il faut prendre les acteurs au sérieux. Et le fait de les prendre au sérieux, non seulement ça permet de comprendre le changement social, mais aussi encourage le changement social. Le chercheur durkheimien, le chercheur positiviste, il ne se contente d'observer que des régularités de surface. Il ne se contente d'observer que des régularités de surface, alors que les réalités sociales, en grande partie, ont un aspect subalterne. Un aspect subalterne en dessous de la partie visible de l'iceberg. Le fait de vouloir s'intéresser à ces réalités de surface, c'est s'intéresser uniquement aux éléments les plus superficiels, le plus trompeurs. C'est pour ça qu'on considère que les sciences sociales ne peuvent pas être comme des sciences de la nature, comme la physique. Une dernière critique à l'égard d'une telle conception de la rupture épistémologique est focalisée sur les statistiques, la critique des statistiques. En disant que croire que les statistiques sont des véritables réalités objectives est un leurre. Bien évidemment qu'on manipule les données, les coefficients, les taux de ceci, les taux de cela. Et cette manipulation est même quelquefois une manipulation parfaitement scientifiquement justifié, technique. L'exemple type, c'est la manipulation qu'on pourrait faire avec les paramètres de la statistique inférentielle. Mais pour faire court, on considère que l'objectivité statistique nous donne l'illusion de la neutralité, l'illusion de l'objectivité. Bref, il existe un certain nombre d'arguments qui s'opposent à une telle conception aussi radicale de l'objectivité, à la rupture épistémologique.